Donc, bienvenue à ce deuxième cours dans la série Programmer égale démontrer la correspondance de Curry-Howard aujourd'hui. Et donc maintenant, nous allons parler de polymorphisme et de diverses formes de polymorphisme qui vont nous emmener vers des systèmes à la fois logiques et de programmation plus puissants. En particulier, donc plus puissants au sens donc plus puissant comme langage de programmation que le lambda calcul simplement typé, et plus expressif que la logique intuitionniste propositionnelle qu'on a vue jusqu'ici. Et alors dans les systèmes qu'on va voir, beaucoup en fait ont été même inspirés par le résultat de Curry-Howard, c'est-à-dire conçus dès le départ comme à la fois utilisables comme logique et comme langage. Et d'autres sont en fait à nouveau des coïncidences, enfin des espèces de collisions entre des travaux indépendants. Et donc commençons par ce qui s'appelle le polymorphisme et le second ordre. Et commençons par parler du monde de la programmation, parce que c'est ce que je connais le mieux. L'observation est que quand on fait du typage statique avec des types simples, alors c'est comme dans le lambda calcul simplement typé, mais c'est le cas aussi dans des langages comme Pascal par exemple, on finit parfois par dupliquer du code, faire une espèce de coupé-coller d'une fonction juste pour pouvoir changer son type et l'utiliser avec deux types différents. Un exemple typique, c'est un algorithme de tri. Si vous lui passez une liste ou un tableau et puis une fonction pour comparer deux à deux les éléments du tableau, le même algorithme de tri, il est capable de trier une liste d'entiers, une liste de chaînes de caractères, une liste de n'importe quel type. Mais si vous avez que des types simples, pour typer votre fonction de tri, d'une certaine manière, vous êtes obligé d'avoir deux fonctions de tri, une pour trier les listes d'entiers, une pour trier les listes de chaînes de caractères, qui vont différer par leur type. D'accord ? Là, vous voyez les types des fonctions de comparaison et des listes. Mais ça peut tout à fait être le même algorithme. Et ça, c'est pas bon, dupliquer du code qui fait exactement la même chose. Donc on a cette tension forte entre typage statique et implémentation réutilisable d'algorithmes génériques. Alors certains concluent que le typage statique c'est mal, ça ne sert à rien, et donc faisons des langages non typés, faisons des langages typés dynamiquement, Lisp, Python par exemple, où là on ne déclare pas les types à l'avance. Alors après il y a des langages un peu intermédiaires comme C, où on peut... on affaiblit le typage statique. On a un peu de typage statique, mais on a aussi un peu un type universel. Donc, par exemple, dans le typage graduel, on a des types NI ou point d'interrogation, où on va faire des vérifications dynamiques de type, et puis on a aussi en même temps des types classiques où on a fait des vérifications statiques. En C, on a cette espèce de trou dans le système de type qui s'appelle void étoile, donc c'est n'importe quel pointeur vers n'importe quoi, et donc qui permet de donner un type à la fonction qsort, effectivement. Elle peut trier un tableau de n'importe quoi et on lui passe une fonction de comparaison de n'importe quoi, sauf que le n'importe quoi qui est là et n'importe quoi qui est là, on n'est pas sûr que c'est le même. On peut tout à fait se retrouver à trier un tableau de chaîne de caractères avec une fonction de comparaison d'entiers, et alors là, les résultats sont étranges. Et alors la bonne approche, à mon avis, la synthèse de cette contradiction, c'est le typage polymorphe. On va faire du typage statique, mais avec des types plus riches et des règles de typage plus fines qui permettent de donner un type précis à la fonction générique comme sort, comme le tri. Et donc cette idée, elle apparaît dans le monde de la programmation dans un article de John Reynolds en 1974, Towards a Theory of Type Structure, où il suggère que la solution au problème de la fonction de tri polymorphe est de permettre que les types eux-mêmes soient passés comme paramètres à des fonctions, paramètres dont l'usage est restreint d'une telle manière que l'on peut toujours vérifier syntaxiquement le bon typage. Et donc dans le reste de l'article, il met ce plan de travail en pratique. Essentiellement, il repart du lambda calcul simplement typé, donc variable, abstraction, application,
abstraction sur une variable normale, une valeur, et il rajoute une nouvelle forme d'abstraction, qu'on note aujourd'hui grand lambda, qui est abstrait sur un type, grand X. Donc maintenant, on peut passer en paramètre à une fonction, un type, aussi bien qu'une valeur. Et de même, on a une autre forme d'application d'un terme à un type, on appelle ça une instantiation, une spécialisation. D'accord. Et pour donner un type à ces abstractions grand lambda, il introduit un quantificateur universel. En fait, on peut lire ça comme pour tout type x, le corps de la fonction a le type t. Alors j'espère que j'ai un petit exemple. Voilà. Donc en particulier, on peut maintenant donner un type très précis et générique à la fonction sortList, la fonction de tri d'une liste. Pour tout type x, elle prend une fonction de comparaison de x, donc x flèche booléen, une liste de x et elle vous rend une liste de x. Alors l'implémentation va être un peu compliquée, mais elle va être de la forme, je prends un paramètre de type grand X, donc lambda grand X, je prends un paramètre de valeur, qui est la fonction de comparaison, de type x flèche bool, je prends une liste L de type liste de x, et puis je fais tourner mon algorithme de tri. Et par simple instantiation de ce sort list, soit en l'appliquant au type int, soit en l'appliquant au type string, on obtient une fonction qui peut trier des listes d'entiers, une fonction qui peut trier des listes de chaînes, une fonction qui peut trier des listes de ce que vous voulez. D'accord ? Donc vraiment une idée très simple pour capturer cette généricité. Et alors au niveau des règles, ce n'est pas très compliqué non plus. On garde les règles de typage du lambda calcul simplement typé, variable, abstraction usuelle, application usuelle. Et maintenant, on a deux règles pour introduire et éliminer le polymorphisme. Donc la première qui nous dit qu'un grand lambda x.m a un type de la forme potutx.t. Si m a le type t, et on a le droit en fait de généraliser x n'est pas contraint, x n'apparaît pas dans les hypothèses gamma. Et donc s'il n'apparaît pas, on a le droit de dire que le typage est valide pour toute valeur de x. Et l'élimination, c'est juste quand on applique un terme m qui est un type polymorphe à un certain type t', on remplace la variable de type grand X par le t', on remplace le paramètre formel par l'argument effectif de type dans le type. Et ça, en fait, ça correspond à une nouvelle forme de bêta-réduction. Donc on a la bêta-réduction usuelle sur les petits lambda, et on a une bêta-réduction sur les grands lambda. Grand lambda x.m spécialisé sur un type t, c'est la même chose que m où le type x devient le type t. Voilà. Donc c'est une extension assez simple. Alors, Reynolds observe aussi que ça résout un autre problème, un problème qui est dual à la réutilisation des fonctions génériques et qui lui tient beaucoup à cœur, qui est celui des types abstraits et de l'indépendance vis-à-vis de leur représentation. Donc c'est quoi un type abstrait ? Par exemple, on a envie de pouvoir définir nous-mêmes des types et des opérations, par exemple un type des ensembles d'entiers. Et puis ces opérations, donc il y a une constante qui est l'ensemble vide, il y a une opération pour ajouter un entier à un ensemble, obtenir un nouvel ensemble, un test d'appartenance, est-ce que cet entier appartient à cet ensemble ? Donc on va pouvoir implémenter, définir ce nouveau type de plusieurs manières différentes. On peut faire un vecteur de bits, on peut faire un arbre binaire de recherche, on peut faire une liste triée, on peut faire... Bon. Et on voudrait que les clients, les utilisateurs de ce type ne sachent pas, en fait. On voudrait leur cacher le fait que c'est implémenté comme un vecteur de bits ou un arbre binaire de recherche, de sorte que tous les clients soient obligés d'utiliser seulement empty, add et member. Et ça améliore la modularité du programme, parce que du coup, on peut changer l'implémentation plus tard, pour une implémentation plus efficace peut-être, sans que les clients soient dérangés. Et donc l'observation de Reynolds, c'est qu'un moyen pour cacher la représentation d'un type abstrait au client, c'est de dire que les clients sont polymorphes par rapport au type abstrait. D'accord ? Donc l'utilisateur d'un type int7, par exemple, on va lui donner un type polymorphe qui dit pour tout type IS des ensembles d'entiers, je prends un record d'opération, donc un triplet d'opérations sur ce type IS, et du coup, j'utilise les opérations qui viennent de ce triplet. Et quelque part, le code ne peut rien faire d'autre parce qu'il ne connaît rien sur ce type IS. D'accord ? Ce type IS, il est quantifié universellement. A priori, il est différent de tous les autres types. D'accord ? Et donc, il n'y a aucun moyen de construire des valeurs de ce type ou de les utiliser, si ce n'est de passer par ces trois opérations. Voilà. Donc, d'une pierre deux coups, ce lambda calcul polymorphe aide aussi à faire de l'abstraction de type.
Alors en pratique, est-ce qu'on le trouve dans les langages que vous pouvez utiliser aujourd'hui? La réponse est oui, d'une certaine manière. Donc clairement, dès les années 70 apparaissent ce que j'appellerais le polymorphisme de deuxième classe. On peut faire des définitions qui sont polymorphes. En revanche, une chose qu'on peut faire ici, qui est par exemple de prendre une fonction, d'écrire une fonction qui prend un type polymorphe en argument, ou plusieurs, et les spécialise. Donc vraiment, les définitions polymorphes sont des valeurs de première classe. Alors que dans ce qu'on trouve dans beaucoup de langages de programmation, ça n'est pas le cas. Les définitions sont polymorphes, mais les valeurs restent monomorphes. Par exemple, c'est les génériques en Ada, en Java, en C#, dans une certaine mesure les templates de C++, mais bon, c'est un mécanisme un peu différent. Ou dans les langages de la famille ML, on a ce typage dit de Hindley-Milner, qui est capable d'inférer les types, d'inférer les grands lambda et d'inférer les instantiations. Donc quelque part, le polymorphisme apparaît comme par magie, il n'y a même rien à dire, mais il est limité. C'est-à-dire seules les variables qui sont liées par un let peuvent recevoir un type polymorphe, et qui est forcément de la forme suivante. Donc tous les pourtours sont en tête du type, et puis après on a un type simple. Et puis toutes les autres variables, les variables liées par un lambda, les valeurs qu'on met dans des listes, dans les structures de données, ont forcément des types simples. Donc ça, c'est c'est un sous-ensemble, disons, du lambda calcul polymorphe, qui est déjà très utile, mais qui n'a pas toute la puissance. Et puis, en fait, dans des extensions récentes de OCaml et de Haskell, par exemple, on voit apparaître la possibilité d'écrire vraiment des termes polymorphes comme dans le lambda calcul polymorphe. Donc c'est du polymorphisme comme valeur de première classe. Voilà. Donc ça, c'est la syntaxe Camel, par exemple, pour dire que le champ d'un record a un type polymorphe. Il faut lire ça pour tout alpha, alpha flèche alpha. Bien. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le monde de la programmation à partir de 1974. Mais en fait, les logiciens avaient déjà fait une grande partie du travail. Vers 1970-1971, donc Jean-Yves Girard, logicien français, avait inventé essentiellement le même lambda calcul typé polymorphe, sauf que lui, il l'avait appelé système F. Alors encore une fois, c'est un peu Amsterdam, piqué, collégramme, pourquoi F? Et les motivations de Girard, ce n'était pas du tout la programmation générique, il ne s'intéressait pas à la programmation à l'époque, mais c'était un vrai sujet de logicien. Il voulait étudier l'arithmétique du second ordre, donc qui est une logique un peu plus costaud que ce qu'on vient de voir, via une interprétation fonctionnelle, donc via la même approche BHK qu'on a vue, dans l'idée que les démonstrations sont matérialisées par des objets mathématiques. Et il se trouve que Girard connaissait le manuscrit de Howard, c'était un des destinataires des photocopies, et dans le point aveugle, il reconnaît l'influence de Howard. Donc le système F, contrairement au lambda calcul simplement typé, est construit autour de Curry-Howard. C'est l'image isomorphe du calcul propositionnel intuitionniste du second ordre. C'est clair, rien de plus à dire. Bon, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, encore une fois avec mes mots d'amateur, de logicien amateur et de pas logicien professionnel. L'arithmétique du premier ordre, c'est quoi? C'est vous prenez les entiers naturels de Peano, par exemple, avec le 0 et le successeur qui engendrent tous les entiers naturels, et puis un principe de récurrence. Vous y ajoutez le calcul des prédicats, et vous vous permettez de quantifier, pour tout il existe, mais seulement sur des entiers. D'accord? Mais vous pouvez écrire des choses de la forme, je ne sais pas moi, pour tout entier x, pour tout entier n, n est pair ou n est impair, par exemple. Voilà, ça c'est le genre d'énoncé qu'on peut faire. L'arithmétique du second ordre, c'est la même chose, mais on peut quantifier aussi sur des ensembles d'entiers. C'est-à-dire sur des prédicats qui prennent un entier et vous renvoient une valeur de vérité. D'accord? Je suis dans l'ensemble, je ne suis pas dans l'ensemble. Et en fait, ça permet aussi de parler de réel, parce qu'un ensemble d'entiers, ou un prédicat sur les entiers, ça permet de coder les réels. D'accord. Donc l'arithmétique de second ordre, en fait, c'est l'analyse. C'est une très grande partie de l'analyse qui peut s'exprimer dans cette logique, d'où l'intérêt de logiciens comme Girard et d'autres pour l'arithmétique du second ordre. Et alors l'arithmétique du premier ordre avait été étudiée notamment par Kurt Gödel en 1958, et il en avait fait une interprétation fonctionnelle à la BHK, avec un système qu'il appelait le système T. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi T.
et qui est en gros le lambda calcul simplement typé plus la récursion primitive sur les entiers. D'accord. Et donc il avait observé qu'avec ça, il pouvait effectivement avoir des termes de preuve, disons pour l'arithmétique de premier ordre. Et ce que Girard cherche à faire, et on le voit très clairement dans le titre de sa thèse d'état et de la publication qu'il en a tirée, c'est qu'il veut avoir une interprétation fonctionnelle du même genre, mais pour l'arithmétique du second ordre. Et il veut aussi démontrer une conjecture d'un logicien japonais, Takeuchi, 1953, qui concerne l'existence d'une procédure d'élimination des coupures. Rappelez-vous cette espèce de normalisation des dérivations logiques. L'élimination des coupures pour l'arithmétique de second ordre. Donc voilà, donc c'est des motivations qui sont très logiques, d'accord, mais qui l'amènent en fait très naturellement à retrouver le même lambda calcul typé que Reynolds, plus exactement, donc il l'amène à inventer un lambda calcul typé que Reynolds va réinventer à l'identique quelques années après. Et alors un truc assez extraordinaire que Girard réalise très très vite, c'est que dans le système T, Gödel il avait dû ajouter les entiers et la récursion comme des primitives dans son lambda calcul, d'accord, parce que, comme on le verra la semaine prochaine, il n'y a pas vraiment de moyen de coder de manière utile les entiers et l'arithmétique sous forme de lambda terme simplement typé. En revanche, quand on a des lambda termes avec du polymorphisme, comme dans le système de Girard, en fait, on arrive à exprimer plein de choses comme des espèces de fonctions. Donc, par exemple, les entiers naturels peuvent se coder à la manière de Church. L'entier n, c'est l'itérateur qui compose n fois une fonction avec lui-même. Les booléens aussi, c'est une espèce de sélecteur, d'accord. Vous lui donnez deux possibilités, ça c'est s'il est vrai, ça c'est s'il est faux, et il vous renvoie la bonne. Et on peut même coder les connecteurs logiques. Par exemple, le faux, l'absurde, c'est pour tout x, x. L'idée, c'est qu'il n'existe pas de terme de ce type. Un terme qui a tous les types, ça n'existe pas. Et donc, ça va donner une construction du faux. Donc, le et, le ou, les quantificateurs. Bref, avec un lambda calcul très simple ou une logique très simple, juste implication et pour tout, il arrive à tout coder. Et la deuxième partie extraordinaire du travail de Girard, il arrive à montrer la normalisation forte. Donc dans son système F, qui est essentiellement le lambda calcul polymorphe dont on avait vu les règles, si un terme M a un certain type T, alors toute séquence de bêta-réduction issue de M est finie. Et ça, c'est infiniment plus difficile à démontrer que dans le lambda calcul simplement typé. Dans le lambda calcul simplement typé, il y a des arguments de décroissance, la taille. Quand on fait une bêta-réduction, la taille des types diminue, des choses comme ça qu'on maîtrise bien. Et ce n'est pas du tout vrai dans le système F. F est imprédicatif, au sens où, pour tout x pointé, x c'est un type quelconque, qui peut être instancié par n'importe quel type, y compris lui-même, y compris pour tout x pointé. Donc là, on voit apparaître paradoxe de Russell, machin bidule, ça va être horrible. En fait, il n'y a pas de paradoxe, mais les démonstrations, on peut très bien, en éliminant un type pour tout, obtenir un type beaucoup plus gros après. Et donc les arguments à base de taille ne fonctionnent pas. Et en janvier, je pense, je ferai un cours avec des relations logiques, où justement c'est une technique qui permet de contourner cette difficulté. Donc voilà, donc on a système F ou lambda calcul simplement typé, et on peut vraiment voir ça comme un premier succès pour Curry-Howard. Donc c'est un succès a priori. Girard connaît l'isomorphisme de Curry-Howard, et il imagine le système F en cherchant le langage typé qui correspond à une certaine logique, à la logique qui l'intéresse. D'accord. Et en montrant la normalisation forte du langage, qui est une propriété du langage de programmation, il démontre une conjecture difficile de logique, l'existence de l'élimination des coupures, machin bidule. Bon. Et puis on voit un deuxième succès pour Curry-Howard, qui lui est de type a posteriori. Donc Girard et Reynolds arrivent au même système de type, l'un en partant du côté logique et l'autre en partant du côté programmation. Voilà. Alors après, on va continuer à étendre l'expressivité de nos langages et à être polymorphes, mais plus polymorphes, mais selon des dimensions différentes. Alors, parlons déjà un peu de constructeurs de types, c'est-à-dire des fonctions des types dans les types. Oui, donc dans les exemples que je vous ai montrés, par exemple le tri de les listes, on s'est permis d'utiliser des expressions de la forme liste de T. Donc T c'est un type, liste de T c'est un type.
Donc vous pouvez voir list comme ce qu'on appelle un constructeur de type à un paramètre. C'est une fonction, vous lui donnez un type et vous renvoie un type. D'accord ? Alors, c'est une fonction prédéfinie dans ce que je vous ai montré, mais en fait, dans tous les langages fonctionnels typés, vous avez des mécanismes pour définir de nouveaux constructeurs de type. Et ça s'appelle les types algébriques ou les types inductifs, et on en parlera longuement dans le prochain cours la semaine prochaine. Mais par exemple, donc là, regardons pas trop les définitions, mais on voit apparaître une définition pour un type nat qui n'a pas de paramètre, un type list qui a un paramètre, apostrophe A, ça veut dire en jargon camel, ça veut dire un paramètre de type, nommé A. Et puis on peut aussi avoir par exemple une liste d'association qui est une liste de paires qui a deux paramètres de type, d'accord, A et B. Bon. Donc, juste des fonctions, des types dans les types. Et il est assez naturel, quand on fait de l'abstraction de type à la manière de Reynolds, de vouloir abstraire par un grand lambda, non juste sur un type de base, comme int, mais aussi sur un constructeur de type, comme list. Et alors un exemple, c'est justement, on veut faire un type abstrait, par exemple des piles, donc un type abstrait qui lui-même est paramétré. Donc une pile, c'est un type abstrait qui est paramétré par un type T des éléments de la pile. D'accord ? Et donc on peut dire, OK, c'est un constructeur de type que je vais appeler STK, stack, qui a un paramètre T. Puis j'aurai une constante pour la pile vide, qui est une constante polymorphe pour tout type T. Empty est de type STK de T. Et puis j'ai des opérations push et pop, qui me permettent d'ajouter un élément à une pile ou de voir si la pile est vide et si elle n'est pas vide, d'en extraire la tête. Et donc tout ça est polymorphe et tout ça est paramétré par T, le type des éléments. Et maintenant, si vous avez des clients de ce type abstrait et que vous voulez leur cacher la représentation des types, eh bien, vous allez vouloir abstraire par un grand lambda sur STK. Sauf que STK, ce n'est pas juste un type, c'est un constructeur de type. D'accord ? Et donc ça nous amène à F-oméga, donc, qui est une extension simple, développée par Girard également, du système F, où dans les expressions de type, on ajoute les fonctions des types dans les types, donc les constructeurs de types. Et puis, on se permet d'abstraire par des grands lambdas sur toutes les sortes de types. Alors justement, j'ai employé le mot sorte dans le sens familier. Il y a un sens technique qui est un peu le type des types. Ça va la manière que les types classifient les termes, les sortes vont nous aider à classifier les types. Et donc on a la sorte étoile, qui est la sorte des types ordinaires. Nat, c'est un type ordinaire. Et puis on a des constructeurs de types qui ont des sortes en flèche. Par exemple, étoile, flèche, étoile. C'est la sorte d'un constructeur de type, comme list, qui prend un type simple et qui rend un type simple. Et donc, du coup, dans les types, on ajoute le lambda et l'application, qui vont nous permettre donc de définir des constructeurs de type avec un paramètre dont on donne la sorte, et puis d'appliquer un type à un type. Donc ça, c'est un constructeur de type, et ça, c'est un type de la bonne sorte. Du coup, le pour-tout dit sur quelle sorte on quantifie universellement, et le lambda nous dit sur quelle sorte on abstrait un type. Alors du coup, on se retrouve, comme je l'ai dit, on se retrouve en fait avec le lambda calcul simplement typé, mais décalé vers le haut, appliqué au niveau des types et des sortes. Les sortes classifient les types, empêchent les types mal formés, comme liste de liste, par exemple. Ce n'est pas un type bien formé. De la même manière que les types classifient les termes et empêchent les termes mal formés. Donc on se retrouve avec un jugement supplémentaire, un énoncé supplémentaire. Le type T a la sorte K et est bien formé. Et c'est exactement les règles du lambda calcul simplement typé, en fait. En particulier, la formation des lambdas, mais encore une fois, on est au niveau des types et l'application des types. Et puis, on a par exemple un type flèche ordinaire, c'est forcément un type de la sorte étoile, c'est un type ordinaire, et ces deux composantes sont de la sorte étoile. Et de la même manière, un pour-tout est forcément un type étoile. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec une correspondance de Curry-Howard un peu augmentée. On a un niveau de plus. Alors, on a toujours les termes qui correspondent aux démonstrations, les types qui correspondent aux propositions, sachant que maintenant les propositions peuvent prendre des paramètres qui sont elles-mêmes des propositions. Et puis, on a les sortes qui correspondent au type de la logique et qui classifient les propositions et nous empêchent d'avoir des propositions trop bizarres. Alors, du coup, on se retrouve avec deux réductions. On peut faire des bêta-réductions dans les types, et ça correspond à une règle de déduction, c'est ce qu'on appelle une règle de conversion. Et puis, on peut faire aussi des réductions sur les termes, et ça correspond plutôt à la normalisation d'une démonstration, l'élimination des coupures.
Donc c'est un peu bizarre. On retrouve à la fois le lambda calcul de Church d'origine, où on avait des lambdas dans les propositions, et puis on retrouve aussi le niveau du dessous de Curie-Howard, où les lambdas aident à écrire aussi les démonstrations. Donc c'est un peu bizarre, et ça va devenir de plus en plus bizarre au cours de ce cours. Mais tout ça pour vous dire donc, voilà, que les règles de typage au niveau des termes n'ont essentiellement pas changé. Il y a quelques hypothèses en plus où il faut vérifier que les types ont la bonne sorte. Et puis on rajoute cette fameuse règle de conversion, donc, qui nous dit que si un type terme M a un certain type T, et qu'en faisant des bêta-réductions dans le type, on obtient un type T', alors T' est aussi un type correct pour le terme M. Voilà. Alors, c'est pas fini. On a encore une forme de paramétrisation à regarder. Donc jusqu'ici, paramétriser, c'est paramétrer, je ne sais pas comment on dit en bon français. C'est définir une fonction, une expression qui prend quelque chose en paramètre. Et donc on en a vu trois sortes jusqu'ici. Il y a les lambdas ordinaires, des fonctions des termes dans les termes. Donc c'est un terme qui est paramétré par un terme. On a vu dans le système F des termes paramétrés par des types. Grand lambda x.m, c'est une fonction qui prend un type, grand x, et vous rend un terme. On a vu dans f oméga des constructeurs de types. Et ça, c'est des types paramétrés par des types, des fonctions qui prennent un type et vous rendent un type. Et donc, vous voyez arriver, il y a la quatrième forme qui est un type paramétré par un terme. C'est ce qu'on appelle les termes des types dépendants. Et c'est très intéressant aussi, en particulier en logique, parce que sous l'angle proposition égale type, un type dépendant, c'est l'analogue d'un prédicat. C'est juste une proposition qui est paramétrée par une valeur, par un objet du langage de base. Par exemple, par un entier, si vous êtes en arithmétique. Par exemple, on peut définir un prédicat pair et un prédicat impair sur les entiers naturels n. Donc, pair de n, c'est n modulo 2 égale à 0. Impair, c'est n modulo 2 égale 1, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment des fonctions qui prennent des entiers et vous rendent une proposition logique. Et du coup, vu par Curie-Howard, ça devient des constructeurs de types qui prennent en paramètre un entier et vous rendent un type. Et un théorème simple, comme si n est pair, pour tout n, si n est pair, alors n plus 1 est impair, c'est un type de la forme, pour tout n entier, j'ai une fonction du type pair de n dans le type impair de n plus 1. D'accord ? Je vous l'ai juste relu en d'autres termes, mais avec d'autres mots, mais ça veut dire exactement la même chose. Et donc vous voyez que c'est extrêmement naturel d'avoir des types dépendants lorsqu'on s'intéresse à des logiques. Alors en programmation, c'est à la fois... Bon, c'est peut-être un peu moins naturel, mais le type des tableaux nous donne un bon exemple. Donc même dans des langages très anciens, comme Fortran ou C, le type d'un tableau, là je le note à la C, T crochet N, et il y a deux éléments d'information. Il y a un type T, qui est le type des éléments du tableau, et un terme, ou du moins une expression constante, grand N, qui est la dimension du tableau. Par exemple, je peux avoir int crochet 3, c'est un tableau de 3 entiers. Mais je peux aussi avoir int crochet 3 plus 1. Donc déjà, on a une petite expression. Simplement, il faut qu'elle soit constante, donc c'est la même chose que int crochet 4. Mais en continuant l'analogie, le constructeur de type, tableau, prend deux paramètres. Le premier, c'est un type, T, c'est le type des éléments du tableau, et le deuxième, c'est un terme, N, de type entier, qui est la taille du tableau. Et si on se met à lever cette restriction, que le grand N, c'est une expression constante, et qu'en plus on se permet de quantifier dessus, on se retrouve à pouvoir donner des types dépendants très précis aux opérations sur les tableaux. Par exemple, la concaténation de deux tableaux. On a vraiment envie de dire que pour tout type T et pour toute taille entière N1, N2, on prend un tableau de T de taille N1, un tableau de T de taille N2, et on renvoie un tableau de T de taille N1 plus N2. On a vraiment gardé trace des tailles des tableaux dans les types. Et alors, la semaine prochaine, donc, Pierre-Évariste Dagan parlera de choses de ce genre, de comment on peut utiliser des types dépendants pour écrire des programmes et les typer précisément. Alors après, ça ne va pas de soi, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de langages de programmation qui ont vraiment des types dépendants.
Parce que là, la question de savoir quand est-ce que deux types sont compatibles, quand est-ce que deux types sont égaux, représente la même chose, les mêmes ensembles de termes, devient non trivial. Par exemple, un tableau à 6 éléments, est-ce que c'est la même chose qu'un tableau à 5 plus 1 élément? On a envie de dire oui quand même, tout le monde sait, 5 plus 1 égale 6. Un tableau à n plus m éléments, où n et m sont des variables quantifiées universellement, est-ce qu'on sait que c'est la même chose qu'un tableau à m plus n éléments? Alors si, on a envie de dire oui, tout le monde sait que l'addition est commutative, mais il va falloir l'expliquer à votre vérificateur de type. Après, est-ce que un tableau à n éléments, c'est la même chose qu'un tableau à factoriel de n que divise factoriel de n-1 éléments? Alors si n est supérieur à 0, oui, mais encore une fois, il faut connaître des choses sur la factorielle, sur la division. En gros, on se retrouve, pour répondre à ces questions, à devoir faire des démonstrations de propriétés mathématiques non triviales. Après, il y a aussi des fois où, dans des langages impurs, comme Camel, par exemple, on a des expressions qui par exemple, ne sont pas toujours reproductibles. On peut générer des nombres aléatoires ou consulter un état mutable global. Et donc, du coup, si une expression de cette forme est utilisée comme dimension d'un tableau, on ne sait pas trop quelle est la vraie dimension du tableau. Bon. Donc, voilà. Donc, on a envie de dire que deux types de tableaux, Eura-T n, Eura-T n', sont convertibles, sont interchangeables, dès lors que les expressions n et n' dénotent le même entier. Mais c'est indécidable si le langage des expressions est suffisamment riche, si vous avez en particulier la récursion générale dans les expressions. C'est mal défini si le langage des expressions contient des effets ou du non-déterminisme ou des choses comme ça. Et c'est difficile en général parce qu'il va falloir raisonner algébriquement ou arithmétiquement sur des expressions entières. Voilà. Et donc effectivement, on a besoin de cette règle de conversion. Mais la question, c'est quelle est la bonne notion de conversion qu'on veut avoir. Et les réponses varient beaucoup suivant les langages. Par exemple, F-star, donc un langage fonctionnel avec des types dépendants, lui, en fait, utilise un démonstrateur automatique pour prouver ces égalités, modulo des théories, comme l'arithmétique ou la théorie des vecteurs de bits. Donc, en gros, il appelle un solver externe. Si le solver dit oui, on a compatibilité. Et puis, bon, le solver peut aussi dire non, je ne sais pas. Donc, ce qui rend le typage incomplet, mais ce n'est pas très grave. Alors, des systèmes comme Coq et Agda, eux, ils utilisent uniquement des règles de calcul pour cette conversion. Donc, deux types sont équivalents si, par calcul, ils sont égaux. Par exemple, ces deux-là sont égaux parce que 5 plus 1 par calcul, ça donne 6. Mais ces deux-là ne sont pas égaux parce que par calcul, n plus m et m plus n, ce n'est pas la même chose. Il faut du raisonnement. Donc, Coq et Agda disent OK, c'est équivalent par conversion par calcul. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez construire et utiliser des fonctions de retypage. Donc, par exemple, définir une fonction qui dit qu'un tableau à n plus 1, vous lui donnez un tableau à n plus 1 éléments et elle vous rend en fait le même tableau, mais vu comme à 1 plus n éléments. Et ça aussi, il y aura des exemples dans le séminaire la semaine prochaine. Voilà, donc tout ça pour dire que ce n'est pas d'un emploi très facile dans les langages de programmation, mais ça rajoute aussi beaucoup de richesse dans les types. Ça permet de vérifier beaucoup plus de propriétés que juste des types simples. Ah, et je reviens quand même un petit peu sur la logique, parce que alors il y a une utilisation célèbre des types dépendants, et historiquement importante, dans le système automate de Nikolai de Bruijn en 1968. Donc De Bruijn, c'est le premier, je ne sais pas très bien prononcer le hollandais, excusez-moi. Donc c'est un mathématicien, un mathématicien néerlandais qui, donc, à la fin des années 60, imaginait l'idée de l'assistant à la démonstration moderne. Donc beaucoup de gens en informatique voulaient faire de la démonstration automatique. On donne un théorème et la machine essaye de trouver la démonstration. Ça reste un problème important aujourd'hui. Et De Bruijn a été le premier à dire « bon, c'est trop compliqué, moi ce que je voudrais c'est pouvoir écrire ma démonstration dans un langage mathématique, un vernaculaire comme il le disait, que la machine peut relire. Et la machine ensuite va pouvoir vérifier la véracité de ma démonstration, vérifier que toutes mes inférences sont justifiées, vérifier que je n'ai pas oublié de cas, vérifier que je n'utilise pas le résultat comme si c'était une hypothèse, vérifier que, je ne dis pas que les mathématiciens font ça, hein, mais vérifier ce genre de choses. Oui, vérifier que je n'ai pas changé les définitions au mauvais moment, bref.
Et donc, Automath, c'était son système. C'est le premier assistant à la démonstration, et c'est un peu l'ancêtre de systèmes comme Coq, par exemple. Et alors, dans son système, il a vraiment l'idée que les démonstrations doivent être représentées par des lambda termes, essentiellement. D'accord ? Donc, il a une notation qui est, qui est un peu spéciale, mais qui revient à des lambda termes. Donc, on a vraiment démonstration égale lambda terme, mais on n'a pas proposition égale type. Au contraire, dans son algèbre de type, donc il a des types flèches, des choses usuelles, il a un type des propositions logiques, bool, qui est un peu le petit O de Church, par exemple, un type des propositions, et il a un type. Donc les propositions logiques sont des valeurs, d'accord ? Et il a un type dépendant. Si B est une valeur donc de type bool, donc une proposition logique, T de B, c'est le type des démonstrations de cette proposition. Donc la proposition est dans les termes et dans les valeurs, sa démonstration aussi, sous forme de lambda terme, et c'est ce type dépendant grand T qui connecte les deux, qui relie les deux. Et du coup, alors, un des avantages peut-être de cette technique par rapport aux approches plus Curie-Howard où vraiment on a les propositions dans les types, c'est que les connecteurs logiques vivent au niveau des termes. On n'a pas besoin d'enrichir les types à chaque fois qu'on a besoin d'un nouveau connecteur logique ou d'un nouveau quantificateur. Il suffit de déclarer une nouvelle constante dans les termes. Par exemple, déclarer qu'on a un symbole E de type bool, flèche bool, flèche bool. Et ça y est, vous avez une conjonction. Vous n'avez pas eu besoin d'introduire un type produit dans votre algèbre de type. Vous pouvez mettre un pour tout qui va être codé à la Church, donc bool, flèche, ou T flèche bool, flèche bool. Et vous n'avez pas à mettre un quantificateur dans vos types. D'accord. Et alors cette approche, elle a survécu aujourd'hui. On la trouve dans LF, qui est le Edinburgh Logical Framework, qui est un formalisme un peu méta qui permet de définir des logiques. Donc justement en donnant des règles de typage, en donnant un ensemble de connecteurs et leurs types. Et donc, le système est une espèce de lambda calcul typé, en fait, mais typé avec des types très simples, c'est-à-dire juste des types simples, dépendants, et même pas de polymorphisme. Voilà. Et donc, un petit point d'étape. Donc là, on a vu les trois directions pour étendre le lambda calcul simplement typé. Et Henk Barendrecht, qui est un lambda calculiste célèbre hollandais lui aussi, bien sûr a proposé de dessiner ça sous forme d'un cube, où on voit les trois dimensions étendre les types simples. Et donc les trois dimensions qu'on a vues dans l'ordre, c'était le polymorphisme, en particulier qui nous emmène des types simples vers le système F, la possibilité de quantifier universellement sur des types. On a vu ensuite les constructeurs de types, qui sont la dimension vers le fond, là, qui permettent notamment d'aller de F à F oméga. Et on vient de voir les types dépendants. Et si vous ajoutez au type simple, vous obtenez LF, ce fameux formalisme, métaformalisme de définition logique. Alors après, il y a un certain nombre de points qui n'ont pas beaucoup de noms dans la littérature. Et puis, il y en a un dont on va parler maintenant, qui combine les trois extensions, et qui s'appelle le calcul et construction. Et qui est en fait un cas particulier de ce qu'on appelle les PTS, donc Pure Type Systems. Donc là, on arrive vraiment donc dans les années 70 et jusqu'au milieu des années 80, en présence de logiciens et d'informaticiens qui ont lu et compris les notes de Howard. Et donc dès le départ, ils cherchent à construire des systèmes formels utilisables comme logique intuitionniste, aussi bien comme des lambda calcul typés. Et ils cherchent à unifier les différents concepts qu'on vient de voir, polymorphisme, constructeur de type, type dépendant, afin d'obtenir quelque chose qui soit plus expressif que juste F, F oméga ou LF, les exemples qu'on vient de voir jusqu'ici. Alors l'historique est un peu compliqué parce qu'il part d'un système riche et finit par arriver à des systèmes plus simples. Et nous, on va bien sûr commencer par parler des systèmes plus simples. Mais donc cette démarche que j'ai écrite ici, le premier, je pense à l'avoir vraiment mise en œuvre, c'est Per Martin-Löf, qui est un logicien et philosophe des sciences suédois,
à partir du début des années 70. Donc il appelle ça la théorie des types intuitionnistes. On appelle ça aujourd'hui aussi la théorie des types de Martin-Löf, donc Martin-Löf Type Theory, MLTT. J'utiliserai ce sigle de temps en temps. Et donc l'idée de Martin-Löf, c'était vraiment de dire, bon, je veux une logique intuitionniste et avec une théorie des types qui tient la route, donc pas une théorie des types à la Russell, une vraie théorie des types, qui me permettent d'exprimer toute la logique, en tout cas toute la logique intuitionniste. Et donc c'est une logique constructive qui utilise des types dépendants dès le départ. Et il y a un tout petit nombre de constructeurs de types qui permettent de construire toutes les propositions nécessaires, dont un pi, qui est une fonction dépendante, ou une généralisation à la fois du pourtour et de la flèche, qu'on va voir bientôt, et un sigma, qui est un produit dépendant, qui est une généralisation du il existe et de la paire, qu'on verra plutôt la semaine prochaine. Alors Martin-Löf a réalisé plusieurs versions successives de son système, ce qui fait que c'est un petit peu difficile parfois d'en parler. Donc une en 71, une en 72 qui ont circulé sous forme de manuscrits. Celle de 71 était incohérente, mais pour une raison très intéressante, qu'on va discuter bientôt. Et les versions finales, c'est plutôt 77-79. Alors l'autre système dont on va parler un petit peu, c'est le calcul et construction, donc introduit par Cocan et Huet, donc plutôt des informaticiens, entre 86 et 88. On peut voir ça au début comme juste f-oméga plus les types dépendants, c'est-à-dire essentiellement fermer le cube. D'accord. Et qui en fait s'est révélé très intéressant d'un point de vue logique, au sens où c'est la base de l'assistant de preuve Coq. Après, il a fallu de nombreuses extensions pour accompagner le développement de Coq. De la même manière que la théorie des types de Martin-Löf est un peu à la base de Agda, qui est un autre système, le langage de programmation et assistant à la démonstration. Et puis, à la fin des années 80, il y a une reformulation de tout ça, unifiée, qui s'appelle les Pure Type Systems, et c'est ça, en fait, qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je vous parlais de grande unification, et d'essayer de faire converger les choses. Et par exemple, f-oméga, c'est trop compliqué. Alors, vous l'avez vu, mon explication laborieuse, il y a 3 catégories syntaxiques, on a des termes, on a des types, on a des sortes. Il y a 3 lambdas, un petit lambda, un grand lambda, un petit lambda. Il y a 3 types de fonctions, des flèches, des pourtours et des doubles flèches. Et dans les PTS, l'idée, c'est qu'il faut simplifier tout ça et avoir une seule syntaxe pour les termes et les types et les sortes et tout ce que vous pensez. Il faut un seul lambda pour toutes les formes d'abstraction. Il faut un seul type pour tous ces lambdas, et ce type, ça va être un type pi, type dépendant de fonction, comme chez Martin-Löf. Et, parce que quand même on a besoin de distinguer un petit peu c'est quoi un terme, c'est quoi un type, c'est quoi une sorte, on va mettre des univers, donc des espèces de petites annotations qui vont nous aider à stratifier. Alors voilà la syntaxe d'un Pure Type System. Donc vous avez un ensemble d'univers, des constantes, et les termes qui sont aussi des types, qui sont aussi des sortes, ça peut être des variables, des abstractions, lambda x de type A.B, des applications, A appliqué à B, des types de fonctions dépendantes, pi de x de point A, point B, et un nom d'univers. Alors, en quoi le pi généralise les types de fonctions? C'est juste qu'une fonction usuelle à flèche B, c'est une fonction dont le type du résultat ne dépend pas de la valeur du paramètre. Donc c'est pi de x de point A, point B, où x est une variable non libre. Mais il y a des cas aussi, on a vraiment des fonctions dont le type du résultat dépend de la valeur du paramètre. On l'a vu avec le pour-tout des fonctions polymorphes dans le système F. Donc voilà pourquoi on se donne un type de fonction plus général que la flèche. Et alors par exemple, comment est-ce qu'on peut encoder f-oméga syntaxiquement? On a besoin de 2 univers. Étoile, c'est les types. Oui, c'est ça. Et carré pour les sortes. Et par exemple, donc la sorte étoile, c'est codé par étoile, et c'est de la sorte boîte, puisque c'est une sorte. Pardon, c'est dans l'univers boîte. J'ai dit sorte? Non, je veux dire univers. Donc étoile est dans l'univers boîte, et K1 flèche K2, la sorte pour des constructeurs de type, c'est K1 flèche K2, donc un de ces produits non dépendants, où K1 et K2 sont dans l'univers boîte. Dans les types, T1 flèche T2, c'est encore un type flèche, mais cette fois-là, T1 et T2 sont dans l'univers étoile.
Ils sont dans le plus petit univers. Le pourtout, c'est un pi, avec k, qui est la sorte de la variable x, qui est une sorte, donc dans l'univers des boîtes, et le t, qui est un type normal dans l'univers des types étoiles. Le petit lambda, le grand lambda, ça devient des lambdas, simplement, sur des types qui ne sont pas dans le même monde, qui ne sont pas dans le même univers. Ici, on est sur un type normal dans l'univers boîte, et là, on est sur un type qui, en fait, représente une sorte dans l'univers boîte. Pardon, dans l'univers étoile et dans l'univers boîte. Bon. Donc, juste pour dire que c'est une manière compliquée de dire ce que j'ai dit plus simplement avant, on n'a plus qu'un lambda et un type de fonction, dépendant ou éventuellement non dépendant. Et les règles de typage, en fait, sont une extension assez simple du lambda calcul. Alors, je vais les faire peut-être pas tout à fait dans l'ordre. Par exemple, pour une lambda, si sous l'hypothèse x de type A, B a le type C, lambda x à point B a le type pi x à point C. Sachant que x peut apparaître dans le type C, donc on doit mettre un pi. Il faut juste vérifier que ce type pi est bien formé. Et donc là, on a une règle qui nous permet de vérifier que les types pi sont bien formés, suivant la sorte l'univers dans lequel vit A, l'univers dans lequel vit B, et l'univers U3 du résultat. Et ça, en fait, c'est un paramètre du système de type. En jouant sur cet ensemble de triplets, on va pouvoir retrouver d'autres genres différents systèmes de type. On va voir ça bientôt. De même, on a aussi un autre paramètre qui est le grand A, qui nous dit quel univers appartient à quel univers. Bon, on a une règle essentiellement habituelle pour consulter le type d'une variable telle qu'on l'a mis dans l'environnement. La règle de l'application, c'est presque la règle usuelle. Il faut que la fonction ait un type pi, donc soit une fonction, que l'argument A ait un type grand A, qui correspond. Et à ce moment-là, le type du résultat, ça va être B, mais comme x peut apparaître dans B, il faut le substituer par l'argument effectif petit a. Et puis, on a une règle de conversion qui nous permet de changer le type si A a le type B et que B est convertible avec B', et que B' est bien formé, alors A a le type B' aussi. Donc c'est extrêmement dense, et un peu surprenant la première fois qu'on le voit, mais c'est extrêmement dense et surtout extrêmement flexible. C'est-à-dire que maintenant, en jouant juste un tout petit peu sur l'ensemble des univers, la relation qui nous dit quel univers appartient à quel univers, oups, un petit bug là, et les triplets R qui nous disent qu'est-ce qui a le droit d'être paramétré par quoi, on retrouve, on maîtrise notre système de type. Par exemple, le cube de Barendrecht, les systèmes qu'on vient de voir jusqu'ici, donc, ont deux univers, étoile, les types, et boîte, les sortes, les types de types. Et étoile est dans l'univers boîte. Et justement, les trois dimensions du cube sont contrôlées par les triplets qu'on met dans cette relation R, et qui nous disent quel type de fonction, quel type pi on a le droit de former. Alors tout le monde a le triplet à étoile, 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 et qui nous permet de faire des pi-types de la forme type-type, c'est-à-dire qui typent des fonctions des termes dans les termes. Donc on a le droit toujours aux fonctions des termes dans les termes. Si on veut système F, si on veut du polymorphisme, on rajoute boîte, étoile, étoile, et ça nous permet de former des fonctions des types dans les termes. Si on veut des constructeurs de types, on met boîte, 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 et ça nous permet de former des fonctions des types dans les types, qui sont elles-mêmes des types. Et si on veut des types dépendants, on a étoile, boîte, boîte, qui nous permet de former des fonctions des termes dans les types. D'accord ? Donc ça a l'air complètement cryptique, cette notation, mais encore une fois, en la lisant à voix haute, on voit que ça contrôle très simplement donc quel type on a le droit de former, donc quel type de fonction on a le droit de former, et donc quelle fonction on a le droit de faire. Et alors bien sûr, après on peut jouer sur les univers. On n'est pas obligé de faire juste deux univers, étoile, boîte, c'est ennuyeux. On peut vouloir davantage d'univers. Par exemple, il y a une version du calcul des constructions. Alors oui, alors du coup, le calcul des constructions, eh bien, c'est l'OPTS où vous mettez ces quatre éléments dans R. C'est tout. Mais il y a une autre version du calcul des constructions où la sorte étoile, l'univers étoile est coupé en deux. Il y a un univers des propositions et un univers des ensembles, donc prop et set. Et prop, l'idée c'est de mettre dedans les propositions logiques, celles qui sont plutôt
les termes de ce type, ça va être des démonstrations. Et 7, c'est plutôt l'univers des types de données et des fonctions qui calculent. Donc, en Coq, on aime bien essayer de maintenir une petite distinction entre démonstration d'un côté et termes qui calculent de l'autre, en particulier pour pouvoir faire de l'extraction ensuite, c'est-à-dire extraire des programmes qui s'exécutent. Alors bien sûr, on peut avoir une infinité d'univers emboîtés les uns dans les autres. Ça, c'est une stratification à la manière de Russell. Vous connaissez l'histoire du barbier de Russell, hein, si le barbier ne se rase pas lui-même, enfin qui rase le barbier. Et une solution, c'est d'avoir une infinité de barbiers, le barbier n plus 1 rasant le barbier n. Et là, c'est pareil. On peut aussi avoir une infinité d'univers emboîtés comme ça, ce qui fait qu'on a le même lambda calcul à tous les niveaux. D'accord ? On a la même puissance d'expression, aussi bien au niveau des termes, des types, des sortes, et puis tout ce que vous voulez au-dessus. Je ne sais pas si c'est forcément très utile, mais c'est possible. Et puis, alors, on peut aller dans l'autre sens. Soyons minimalistes. Disons qu'on n'a qu'un seul univers, et étoile. Et on va dire que étoile est du type étoile. Donc, ça se prononce type de point type. Et c'est ce que Martin Löf avait mis essentiellement dans la toute première version de son système, en 1971. Et alors ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'on se retrouve avec des paradoxes logiques. Alors je vais raconter un petit peu l'histoire, parce qu'elle est assez intéressante. En fait, on se retrouve à pouvoir exprimer le paradoxe de Burali-Forti, ou des variantes. Le paradoxe de Burali-Forti, c'est un autre paradoxe de la théorie des ensembles naïfs, un peu moins connu que celui de Russell, et qui porte sur les ordinaux. Supposons qu'on puisse former l'ensemble grand O de tous les ordinaux. D'accord ? Il y a un ordre entre ordinaux, et c'est un bon ordre sur cet ensemble grand O. Donc en prenant grand O et l'ordre sur les ordinaux, on a un ordinal. On a un ensemble muni d'un bon ordre. C'est un ordinal. Par ailleurs, on peut montrer que grand O est strictement plus grand que tout ordinal. Donc grand O est strictement plus grand que lui-même dans l'ordre des ordinaux, ce qui est impossible. Donc la conclusion du paradoxe, c'est que l'ensemble de tous les ordinaux n'existe pas. On n'a pas le droit de le former. Et si vous vous donnez justement un type de tous les types, ou un univers qui appartient à lui-même, eh bien, on peut en fait reconstruire facilement le paradoxe de Burali-Forti en Coq. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le montre un petit peu en détail, mais en gros, si on arrive à former ce record, donc ce produit dépendant, d'un type carrier, qui est le support de l'ordinal, d'une relation sur ce type, qui est l'ordre, et d'une démonstration que cet ordre est bien fondé. Donc, un triplet avec ces trois choses dedans, c'est en fait un ordinal. Enfin, on va dire que c'est un ordinal. On peut l'équiper d'un ordre strict. Donc, en gros, c'est un ordinal qui s'injecte dans un autre. Si vous avez une fonction du support de l'un dans le support de l'autre, qui préserve les ordres, et il y a un élément de l'ordinal B qui n'est pas accessible par cette fonction. Donc là, B est strictement plus grand que A. Cet ordre est bien fondé. Il n'y a pas de chaîne infinie décroissante pour cet ordre. Bon, il faut un peu travailler, mais on y arrive. Et peut-être qu'on peut donc essayer de former l'ordinal de tous les ordinaux. D'accord ? C'est ordre. Le type support, c'est le type ordre qu'on vient de définir. L'ordre, c'est cet embedding. Et la démonstration de la bonne fondation, c'est celle qu'on vient de faire. Et si cette définition est acceptée par Coq, on a notre paradoxe. Parce qu'on peut montrer donc, oméga est dans oméga pour cet ordre. Or, un ordre bien fondé ne peut pas avoir de cycle. Donc, c'est forcément un ordre strict. Donc, on a notre paradoxe. Alors, en fait, en Coq, il est évité, ou presque. Donc, en gros, il y a une option de Coq qui, justement, dit « donne-moi un type de tous les types », qui n'est pas activé par défaut, heureusement. Et du coup, et qui permet de démontrer false avec l'absurdité, avec exactement ce que je viens de vous montrer. En revanche, par défaut, en fait, on a justement des univers en Coq qui sont stratifiés. Donc le oméga, par exemple, n'est pas définissable, parce que ce ordre ici, ce type-là vit dans un univers plus petit que le ordre qui est là, donc on ne peut pas boucler la boucle. Bon. Etc. Vous pouvez essayer de le faire dans prop, vous pouvez essayer de le faire dans set, avec des options d'imprédicativité, etc. Coq résiste assez bien. Et en fait, donc, Girard, en 1972, toujours dans les travaux où il a fait F et F oméga, avait trouvé une forme plus simple de un autre codage du paradoxe de Burali-Forti,
où il n'y a même pas besoin d'un type de tous les types, il y a besoin juste d'une extension très mineure de f oméga, où on rajoute du polymorphisme sur les sortes. Donc on rajoute un troisième niveau, delta, triangle, et quelques règles de formation qui permettent d'écrire des termes qui sont polymorphes vis-à-vis d'une sorte. Donc on a l'impression que ce n'est pas très méchant, d'accord, on est juste en train de refaire ce qu'on a fait avant. Donc on s'est dit on va être polymorphe vis-à-vis d'un type, bon, soyons polymorphes vis-à-vis d'une sorte. Et en fait, ça suffit à coder un paradoxe à la manière de Burali-Forti. Si ça vous intéresse, il y a une jolie preuve Coq de ça, disponible ici. Et le corollaire donc, du résultat de Girard, c'est que MLTT 1971, la première version du système de Martin-Löf, est incohérent. Et du coup, les versions ultérieures seront stratifiées avec des univers. Donc on revient à cette idée que quand même il faut stratifier. Voilà. Bon, donc juste... Et en fait, on en arrive presque à cette conclusion un peu paradoxale que tout ce qui sépare ces systèmes, Martin-Löf, calcule les constructions, différentes variantes qui sont dans Coq, différentes variantes qui sont dans Agda, c'est la structure des univers. Après, c'est routine, le reste est routine. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. Mais... Et alors, donc justement, parmi les caractéristiques un peu délicates des univers, il y a les questions de prédicativité et d'imprédicativité. Rappelez-vous le principe du cercle vicieux de Russell, qui l'avait amené à mettre des types dans sa théorie des types. Tout ce qui parle d'une collection ne doit pas être un élément de la collection. Et ça milite par exemple pour qu'un type pi, πx dans un univers .A, soit dans un univers qui soit toujours plus grand que U, pour qu'il n'y ait pas de cercle vicieux au sens de Russell. Et par exemple, en MLTT, en Coq, en Agda, on a que si vous faites une fonction d'un type d'un x qui est dans l'univers n, au niveau n dans les types, dans la hiérarchie des univers, vous obtenez un truc qui est au niveau n plus 1. Et donc qui ne peut pas s'appliquer à lui-même, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose qui attend un type n à quelque chose qui est de type n plus 1. Mais pour être un peu plus sportif, on peut dire non, on va être imprédicatif si on a un πx de point U, point A, et on reste dans l'univers U. Et donc on peut quantifier sur soi-même et s'appliquer à soi-même. Et l'exemple typique, c'est le système F, ou F oméga. D'accord ? Mais en Coq, la sorte propre des propositions logiques est aussi imprédicative. Et par exemple, vous pouvez dire une proposition quantifiée sur toutes les propositions, ça reste une proposition. Alors, bon, et Coq évite les paradoxes, mais ça demande un peu plus de travail. Donc voilà, donc ça c'est une dimension sur laquelle des systèmes comme Coq ou Agda ou autres jouent, prédicatif, imprédicatif. Et puis il y a aussi des dimensions de cumulativité et de polymorphisme. Là encore, on a envie de faire des définitions réutilisables dans plusieurs univers. C'est un peu notre problème de la fonction de tripolymorphe de tout à l'heure, sauf que là on en est au niveau des univers. Et par exemple, je ne sais pas si on a des entiers dans l'univers type 0, est-ce qu'on peut les utiliser dans l'univers type 1 ou des questions comme ça. Et là encore, il y a plusieurs réponses. Alors on peut dire non, et du coup il faut dupliquer certaines définitions. On peut dire oui, mais on va le faire par sous-typage, ça s'appelle cumulativité. Tout terme qui est dans type I est aussi dans type I plus 1, I plus 2, I plus 3. Et le troisième, c'est de rajouter du polymorphisme à la Girard et à la Reynolds sur les univers dans les définitions de votre logique. Alors, c'est ce que fait Coq récemment, et c'est un petit peu compliqué. Les arrobas i, ça veut dire qu'on est au niveau... que i est un paramètre de type niveau d'univers. Et par exemple, là, donc, on est en train de dire qu'on définit quelque chose qui est dans l'univers i plus 1 et qui quantifie sur l'univers i. Et voilà. Du coup, les univers, ça devient quelque chose de compliqué. Ce n'est pas juste des expressions, c'est pas juste des constantes, pardon, mais c'est aussi un petit langage avec des variables, un plus 1 pour pouvoir monter à l'univers du dessus, et un max pour pouvoir se mettre dans un univers qui... Bon. Voilà, donc tout ça, c'est des travaux récents, même peut-être encore un petit peu en cours. Et du coup, par exemple, on peut comparer un petit peu ce que font Coq et Agda, rien qu'en regardant la structure de leurs univers. Dans Coq, on a prop, on a les propositions logiques, on a 7 qui est la base de type 0, et puis on a une hiérarchie infinie de type à la Russell. Dans Agda, on n'a pas de prop, on commence à 7, 0, et puis on a une hiérarchie 7, 1, 7, N. Dans Coq, on a prop qui est un prédicatif, dans le temps 7 l'était aussi, mais pas les types. Dans Agda, tout est prédicatif. Les règles de formation, Coq et Agda sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire on peut
pi type, on peut combiner un type de niveau i, un type de niveau j, mais le résultat est du niveau les max des deux. Et puis, on a un petit truc là qui rajoute l'imprédicativité de prop. Donc, on peut quantifier sur n'importe quel univers et rester dans prop. Coq est cumulatif, Agda ne l'est pas. Coq a du polymorphisme depuis peu, Agda a du polymorphisme d'univers depuis peu aussi. Voilà. Bon, donc juste un peu une espèce un début de classification, disons, de ces systèmes ou de comparaison de ces systèmes. Bien, ben écoutez, il est temps de finir ce deuxième cours. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu la suite de Curie-Howard, donc l'exploration de nombreuses extensions, polymorphisme, constructeur de type, type dépendant, type de point type, bon malheureusement ça ne marche pas, univers. On a vu une certaine convergence vers les pure type systems, qui sont une famille de lambda calcul typés, utilisables aussi bien comme langage de programmation fonctionnelle que comme logique intuitionniste, et assez facilement configurable, juste en jouant sur les univers. Alors, mais une chose qui est un peu choquante peut-être, c'est qu'on est vraiment très centré sur les fonctions et les types pi qu'on peut donner aux fonctions. Et d'un point de vue logique, ça correspond au connecteur logique implication et pour tout. Mais on a complètement mis de côté les autres connecteurs logiques, disons. Et donc, la semaine prochaine, et puis même aussi au niveau des langages de programmation, on a des fonctions et puis on n'a rien d'autre. On n'a pas de structure de données, par exemple. Donc la semaine prochaine, on va s'intéresser justement aux autres types de données et aux autres collecteurs logiques qui peuvent nous intéresser et voir en fait comment les obtenir via des mécanismes généraux de définition de types de données et de prédicats inductifs, donc de connecteurs logiques, qui sont les types inductifs et les prédicats inductifs. Voilà, merci pour votre attention et à la semaine prochaine.